Comme le mercredi 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Plus de 50 000 femmes au moins sont tuées chaque année à travers la planète par leur partenaire ou par un membre de leur famille. Avec nous pour en parler, Caroline Dehaas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes militante féministe, un visage bien connu dans le monde francophone. Alors commençons par le confinement mis en place il y a quelques mois, puis le reconfinement. On sait que ça a provoqué une forte augmentation des violences contre les femmes et les enfants au sein des familles, plus 15% pour ce reconfinement. Selon vous, le gouvernement français fait-il bien, réagit-il bien face à ce fléau ? En fait, il y a deux angles morts dans la politique du gouvernement. Le premier, c'est la question de la prévention. On se rend compte qu'il n'y a aucune mesure de prévention réelle mise en œuvre en France pour essayer de faire reculer, voire disparaître les violences sexistes et sexuelles. On pourrait imaginer mettre en place, par exemple, une sorte de brevet de la non-violence, sur le même format que ce qu'on a créé sur la sécurité routière. Tous les enfants de France sont conditionnés à respecter le code de la route et on se rend compte que on n'est pas capable de faire ça, ou en tout cas le gouvernement ne souhaite pas faire ça, la même chose en matière de prévention des violences. Et puis le deuxième angle mort, c'est la question du budget. Le gouvernement essaye de nous faire croire qu'on va faire reculer les violences sans mettre aucun moyen supplémentaire sur la table. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire reculer les violences sans embaucher des personnes dans les services publics, sans créer des places d'hébergement, sans former des professionnels à l'accueil de la parole. Et ça demande des moyens. Alors en 2019, il y a eu en France 146 féminicides au moins. Une femme tuée tous les 2 jours sous les coups d'un compagnon, d'un ex-compagnon. Arrêtons-nous sur ce mot féminicide. C'est vrai que ça a fait débat en France. Il fut un temps où on parlait de crimes passionnels. Pourquoi, selon vous, est-ce important de parler de féminicide ? En fait, en fonction des mots qu'on va utiliser, on va créer une image différente dans la tête des gens qui nous écoutent. Vous êtes bien placés pour le savoir, les journalistes, vous faites attention aux mots que vous utilisez. C'est vrai en matière de lutte contre les violences, c'est vrai dans tous les domaines. Si, par exemple, le pouvoir ou les éditorialistes parlent de charge sociale au lieu de parler de cotisation sociale, on voit bien que ça ne crée pas la même chose dans la tête des personnes qui entendent. Et bien, sur les violences, c'est pareil. Quand on parle de crimes passionnels, on donne le sentiment qu'il y a une histoire d'amour derrière. Il n'y a pas d'amour quand on tue quelqu'un ou quand on tape quelqu'un. Quand on parle de crime passionnel, on a l'impression qu'on a complètement effacé la responsabilité de la personne qui a commis l'acte. Donc on parle, si on veut être collé au code pénal, de meurtre aggravé. Et si on veut utiliser un mot qui aujourd'hui est utilisé de plus en plus dans l'espace public pour précisément qualifier ce fait que des femmes meurent assassinées par leur conjoint, on utilise le mot féminicide. L'Espagne fait souvent figure de modèle. En France, en tout cas, ce pays voisin est cité comme modèle. Selon vous, est-ce le cas ? Alors, il y a des choses qu'ils ont fait mieux que chez nous. Par exemple, ils ont beaucoup avancé sur ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est un dispositif que chaque femme victime de violence peut saisir, gratuitement évidemment, en contactant un juge aux affaires familiales et qui lui permet d'être protégée de son conjoint ou de son ex-conjoint violent. Attention, très important, il n'y a pas besoin de porter plainte pour obtenir une ordonnance de protection. En France, on délivre à peu près 3000 ordonnances de protection par an. En Espagne, elles en délivrent plus de 20 000. Donc on voit bien que là, ils se sont saisis de cet outil de manière beaucoup plus efficace que chez nous. Alors on va vous montrer peut-être une image. On sait qu'il y a des manifestations aujourd'hui un peu partout dans le monde, mais on aimerait vous montrer une image de Pologne où on assiste, semble-t-il, aux manifestations les plus importantes depuis la chute du communisme. Le gouvernement ultra-conservateur veut ratifier une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Que vous inspire ce qu'on appelle désormais la révolte des femmes polonaises ? Je suis très admirative, évidemment. C'est particulièrement difficile de se mobiliser quand on est face à un gouvernement ultra-réactionnaire. Et puis surtout, on oublie que le fait de priver les femmes de la liberté d'avorter, de la liberté de disposer de leur corps, est une forme de violence. Est une forme de violence que subissent les femmes. Lorsqu'on vous empêche d'avorter, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez trouver un moyen d'avorter par vos propres moyens. Et donc, ça veut dire vous mettre en danger sur le plan de votre santé. Parce que les avortements clandestins, ils sont réalisés dans de mauvaises conditions sanitaires et ça met la vie des femmes en danger. Et donc, le fait d'empêcher les femmes de disposer de leur corps, c'est une forme de violence contre les femmes. Merci beaucoup Caroline Dehaas d'avoir répondu à nos questions à l'occasion donc de cette journée internationale qui vise à éliminer les violences faites aux femmes et aux enfants aussi.